Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture où nous allons parler cette semaine littérature et aventure puisque nous avons la grande chance d'accueillir sur le plateau l'écrivain voyageur Sylvain Tesson qui est parti cette fois-ci à l'assaut de ces colonnes de pierre qui se trouvent devant les côtes des îles et des continents. Il en a grimpé une centaine et a tiré de cette expérience un récit magnifique publié aux éditions Albin Michel, Les Piliers de la mer. Il nous parlera aussi de la manière dont les piliers de la mer peuvent servir de philosophie de l'existence. À mes côtés pour cette conversation, Eugénie Bastier et Vincent Trémollet de Villers, à qui je demanderai en fin d'émission leur coup de cœur culturel de la semaine. Le club Le Figaro Culture avec Sylvain Tesson, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes directeur délégué de la rédaction du Figaro, dont vous êtes également un des éditorialistes, édito qu'on retrouve un jour sur deux sur Europe 1. Vous avez également dirigé un livre très important sur les grands textes des penseurs politiques aux éditions Talendier. Vous avez convoqué un certain nombre de philosophes, d'écrivains, de penseurs et de confrères pour commenter ces grands textes, depuis Platon jusqu'au trop méconnu Alan Bloom. Eugénie Bastier, vous êtes rédactrice en chef adjointe au Figaro. Vous vous occupez notamment des pages champ libre, autant dire des pages qui font la gloire intellectuelle du Figaro. Vous avez également recueilli un certain nombre de vos chroniques, de vos analyses, de vos réflexions dans un livre paru aux éditions Plon, La dictature des ressentis. Sylvain Tesson, est-il bien utile de vous présenter? Les lecteurs du Figaro vous connaissent depuis plus de 20 ans grâce à vos reportages dans le Figaro Magazine et puis bien entendu grâce à vos livres qui font l'unanimité à la fois dans le grand public, puisque vous êtes encore cette fois-ci parmi les best-sellers et parmi les jurys très exigeants, puisque les jurys Goncourt, de l'Académie française, Renaudot et Médicis vous ont déjà récompensé. Vous êtes également dessinateur, vous avez aussi participé activement à des documentaires, et puis de temps en temps monté sur la scène du théâtre de poche Montparnasse que dirige aujourd'hui votre sœur Stéphanie, après votre père Philippe, dont nous saluons la mémoire, comme vous le faites au début de votre nouveau livre, Les Piliers de la mer. Alors cette fois-ci, vous êtes attaqué à ce que les Anglais appellent des stacks, qui sont ces rochers qui se tiennent devant les côtes, devant les littorales des îles ou des continents. L'origine de cette grimpe, c'est de l'alpinisme, mais pas que, vous nous dites dans le livre, d'où vous êtes venu l'idée de conquérir plus d'une centaine de ces stacks dans le monde entier? Mais parce que déjà j'adore cette forme de relief qui indique que nous reculons. Je ne veux pas faire le décliniste géomorphologique, pas tout de suite, mais enfin on est sur un continent qui est en train de reculer. Et vous avez ces espèces de colonnes de la mer qui sont tout de même très belles esthétiquement, couronnées d'oiseaux, battues de vagues. Alors pour un alpiniste, c'est un défi extraordinaire puisque ça conjugue absolument toutes les difficultés d'accès. Tout dans le pilier de la mer vous dit ne venez surtout pas. Et il faut descendre la falaise côtière, traverser le chenal, monter sur une espèce de colonne à peu près branlante, redescendre et refaire tout le chemin inverse. Donc techniquement, c'est fascinant pour nous qui aimons l'escalade. Alors voilà, je me suis dit avec mon ami Daniel Dulac, le guide de haute montagne, partons les saluer en faisant un tour du monde des piliers de recul. D'où viennent ces stacks d'ailleurs? Géologiquement, ce sont des arches, c'est ça, qui s'effondrent? Oui, alors en fait, techniquement, ça se passe sur évidemment des millions d'années. La côte est soumise au choc de l'érosion des vagues, elle recule, elle s'effondre. Nous-mêmes, nous ne nous sentons pas très bien. Un jour, un énorme bloc de la falaise de Douvres est tombé, les blocs de craie à silex est tombé dans la Manche. Et le Financial Times a titré « La France recule ». C'était une belle manière de voir les choses. Donc la côte recule, et pour des raisons liées au courant et au substrat géologique, et probablement aux indentations de la côte, eh bien, des arches se forment, comme l'arche de Manport que les impressionnistes ont dessinée à Étretat. Puis un jour, parce qu'il y a une tempête particulièrement forte, parce que les coups de boutoir font vibrer le substrat, un jour le tablier de l'arche s'écroule et reste la chandelle magique, la quenouille du stylite plantée dans
devant la côte. J'espère que ce petit cours de géomorphologie ne vous a pas accablé en vous rappelant vos années d'écolier au cours de géographie. On a l'impression que ce n'est pas seulement l'idée de les grimper qui vous a attiré, c'est aussi d'arriver à leur sommet. Vous l'avez dit, parfois ce sont des colonnes de pierre qui se tiennent là depuis des siècles et qui donc sont devenues des terres vierges de toute trace humaine, voire animale. Ah bah et oui, c'est ça qui vous animait aussi, c'est l'idée de fouler un sol vierge. Un peu, c'est un peu un sentiment de Tartarin de Tarascon, c'est une petite névrose narcissique, mais enfin, elle ne fait de mal à personne, après tout. On montait sur les 106 aiguilles de la mer escaladées, nous étions avec du lac les premiers sur une petite cinquantaine, un peu moins de la moitié. Et ça a beau être large comme cette table de studio, de conversation, c'est donc tout de même une conquête de l'Amérique du pauvre, il faut en convenir, quoi. C'est-à-dire vous avez l'impression d'être Armstrong sur la Lune, sauf que votre Lune est grande comme une table de chevet. Enfin quand même, mon verre est petit. Ce qui rajoute à la difficulté, parce qu'il faut vous tenir en équilibre aussi parfois. Oui, alors en plus, parfois on est vraiment sur un tabouret et on se dit, voilà, nous sommes absolument maîtres de cet espace extraordinaire. Et puis l'autre intérêt qui rejoint ce que vous évoquez là, c'est que ce sont des conservatoires. Écologiques, si on peut dire, puisque comme ces aiguilles ont été séparées de la côte, elles portent l'empreinte écosystémique, c'est-à-dire de faune et de flore, de la côte dont elles ont choisi de se séparer. C'est-à-dire que c'est une sécession de mémoire aussi. Parfois on arrivait, il y avait des arbres, il y avait même des bêtes. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la perduration des générations de cloportes sur les aiguilles maritimes, mais c'était impressionnant de voir des arachnides ou des mollusques qui n'avaient pas pu venir par les voies aquatiques, et qui donc étaient restés là, dans cette espèce de conservatoire biotopique, comme des espèces d'émanations d'une mémoire séparée. C'était très émouvant de voir ces êtres vivants qui, finalement, ne renonçaient pas à rester. Vincent Trémollet-Villers. Sylvain Tesson, si on essaye, enfin j'ai essayé de catégoriser un peu votre œuvre, c'est compliqué et c'est toujours réducteur, mais il y a les livres de La Fuite, L'Axe du Loup, Bérésina, il y a les livres de L'Affût, où vous cherchez la Panthère des Neiges, vous cherchez les fées, et puis il y a les livres, j'allais dire, de la fusion, où on a l'impression que vous voulez être en fusion avec les éléments, presque prenant part à un grand récit, que je ne sais pas si vous le qualifiez de panthéiste. Est-ce que c'est ça que vous êtes allé chercher au sommet de ces piliers de la mer? Est-ce que c'est là qu'on a accès aux éléments plus qu'ailleurs, plus que nous, qui restons comme des gros ballots sur la falaise sans être capables de traverser? En bas de la falaise, surtout. Oui, qu'est-ce qu'on y trouve organiquement de supérieur? D'abord, merci pour votre catégorisation, à laquelle vous n'avez pas ajouté ni la foutaise, la fuite, la fusion, l'affût. Et l'affût. Il n'y a pas la folie, il n'y a pas la faute, et il n'y a pas la foutaise. Merci, Vincent Trémollet. Bien sûr, c'est la fusion, c'est exactement le mot qui caractérise le stack. D'abord, il y a une fusion physique, puisque nous ne sommes ni de la mer, ni tout à fait du ciel, et plus vraiment de la terre. C'est le principe de la sécession géomorphologique. Donc c'est une croisée d'éléments. D'où d'ailleurs le sentiment, paganique est peut-être un grand mot, mais le sentiment très vital, très organique en tout cas, de se livrer à une forme peut-être de liturgie, de l'effort musculaire, du danger, avec la sanction de la mort, sur ces piliers qui incarne le rassemblement de tous ces motifs esthétiques de la grande mer, de la grande solitude, de la vastitude, du large. Ces tours de la haute poésie, de la haute liberté, ces tours de la mort et de la fusion, comme vous le dites. Je trouve le mot très bon. Et quand nous arrivions au sommet et que nous nous dressions avec du lac pour quelques instants, il y avait ce côté très paradoxal qui nous transperçait, que nous avions l'impression d'être dans un endroit parfait, intouché, qui se trouvait exactement au point de contact de tous les équilibres, de la beauté, de la fragilité, de l'éphémère, en voie d'écroulement. Et nous étions à la fois emplis de ce moment vraiment de joie très, très immense, après un effort que nous avions fourni, qui nous épuisait.
Et puis, en même temps, on savait qu'on ne pouvait pas rester plus de 5 secondes parce qu'il fallait absolument faire une seule chose, c'est de s'en aller. C'était au secours, en fait. On était tous... Alors moi, j'adore ces moments où je me dis, voilà, enfin, j'ai atteint le lieu où il faudrait que je reste et en même temps, je ne peux pas rester plus d'une seconde. Il faut immédiatement qu'on redescende en rappel. Pour toutes ces raisons, c'est une très bonne idée d'utiliser le mot de fusion. J'aurais bien aimé que vous me le disiez avant que j'écrive, comme ça, j'aurais pu en faire un chapitre. Mais il n'aurait pas eu de question aussi intelligente, donc c'est pas une solution. Eugénie. Oui, on voit sur ces images, c'est quand même une grimpe assez risquée. Il y a des vagues, vous racontez d'ailleurs qu'il y a des rochers qui s'effritent dans la mer. Enfin, vous prenez des grands risques, vous côtoyez le danger. Vous avez fait une chute il y a quelques années qui a été importante. Vous écrivez cette phrase, vous dites « Le côtoiement du danger améliore-t-il l'homme? La peur purifie ». Vous cherchez le risque, vous cherchez le danger. Il y a quelque chose qui vous excite de frôler la mort, vous en avez parlé? Oui, alors d'abord, j'apporte un très léger bémol à ce que je peux laisser entendre, c'est que c'est pas moi qui prends les risques, parce que j'ai un premier de cordée en la personne de mon camarade Daniel Dulac, c'est le premier de cordée qui prend tous les risques. Bon, après, c'est vrai qu'il faut quand même approcher le pilier, et la grande difficulté technique réside dans la méthode amphibie, c'est le changement de milieu qui est difficile, c'est-à-dire que d'abord vous pataugez comme un petit baigneur, ensuite il faut devenir un crabe marié à un bulot pour essayer de vous accrocher au rocher. Tout ça est difficile. Enfin, je veux dire, la biologie a prévu des millions d'années pour que le miracle amphibie ait lieu et que la créature marine se dote de branchies, puis de poumons, et puisse ensuite vivre sa vie à la surface de la Terre. Et nous, il fallait qu'on le fasse en quelques secondes. C'est ça qui est dur. Le choc explosif qui vous fait sortir de la vague et gagner le rocher. D'ailleurs, je me souviens que à chaque fois que je voyais le rocher qui s'avançait comme ça, je me disais, tâchons d'être aussi gracieux que la Vénus anadiomène de Botticelli qui sort de son coquillage, habillée seulement d'une mèche de cheveux qui lui cache délicatement le sein. Et alors, je rêvais à Botticelli et je voyais Dulac, chauve, avec sa combinaison néoprène ridicule et son gilet de sauvetage bleu turquoise. Et je me disais, hélas, nous ne sommes pas chez les Vénus, mais nous sommes dans la tentative de survivre. Mais vous n'étiez pas loin, parce qu'à un moment donné, vous avez monté avec un homme nu. Je crois que c'est aux îles Marquises. On l'a vu. À l'île de Pâques. À l'île de Pâques. À l'île de Pâques, ouais. Nous sommes arrivés sur un pilier, au pied d'un pilier, qui était tout à fait interdit à l'escalade, sauf, nous avait dit le garant de la mémoire Rapa Nui, qui est la culture de l'île de Pâques qui a succédé au Moai, et là les grandes statues de pierre mystérieusement dressées devant l'horizon. Et cette culture Rapa Nui avait inventé un mythe qui consistait à aller chercher des œufs d'oiseaux sur les écueils et les débris rocheux autour de l'île de Pâques pour signifier le retour de toute chose, l'éternel retour du printemps et de la vie. Et il y avait ce stack de 50 mètres qui n'avait pas été encore grimpé, et nous avons emmené ce Rapa Nui, cette espèce de... C'est comme un chaman, et c'était un savant aussi qui connaissait toutes les archives de cette civilisation de l'île de Pâques, et nous l'avons emmené grimper. Il n'avait jamais escaladé. Nous l'avons ficelé avec des baudriers, et à notre grande stupeur, il s'est complètement dépoilé. Et alors on lui a dit, mais on ne peut pas grimper comme ça. Il a dit, si, il est hors de question que j'aborde ce pilier autrement que dans mon plus simple appareil. Et donc c'était une scène assez romanesque, parce que lui était plein de chagrin, il pleurait parce qu'il avait l'impression de revivre ce que ses ancêtres avaient vécu sur ces pilastres. Moi je le poussais aux fesses comme ça dans les fissures, Dulac le hissait comme un panier de cochonailles que hisse le moine orthodoxe des météores au sommet de son pilier. Et alors pendant que des fous de bassins aux petits yeux vicieux essayaient de nous crever les yeux, tout ça était tout à fait aberrant, mais il se trouve que nous lui avons laissé la préséance du sommet, car Dulac avait planté un piton vraiment à 1 mètre sous la coiffe du pilier, et c'est lui que nous avons aidé à conquérir, si je puis dire, le pilastre. Il a été le premier là-haut, et il a lancé le grand lamento des habitants de l'île de Pâques, qui conçoivent qu'ils sont seuls dans le néant du Pacifique, abandonnés des hommes. C'est ce qu'ils sentent profondément. Et c'est peut-être que cette position de solitude extrême les a obligés à toujours recourir à des inventions mythologiques
très belle. C'est une rencontre importante dans votre livre, mais votre livre n'est pas seulement le récit de ses aventures, de ses exploits physiques, c'est aussi un certain nombre de rencontres, puisque vous êtes allé sur tous les continents pour grimper ces stacks. Est-ce que, hormis celles dont vous venez nous parler, il y a des rencontres en particulier qui vous ont marqué je sais pas, au Vietnam, en Écosse, en Patagonie, dans toutes ces régions qui nous sont pas forcément familières? Dans le Pacifique, les rencontres ont été particulièrement fortes parce que les piliers dans le Pacifique ont une empreinte, une caractéristique reliée à la mythologie. Absolument, la mythologie maori qui voit les grands piliers qui hérissaient autour des constellations d'archipels comme des éclats des corps des géants, des titans, des montagnes qui se battaient dans leur mythologie, et les éclats du corps résultant du fracas des combats de boxe venaient se planter dans la mer et ont donné ces grands piliers volcaniques que nous escaladions. Donc, ça ne leur paraissait pas complètement aberrant qu'on s'intéresse à ce genre de forme de relief. Si bien que, par exemple, une jeune femme pêcheur de thon, qui vraiment ressemblait à un personnage hemingwayen, qui s'appelait Marjorie, qui parlait avec une grosse voix de pêcheur de thon, si vous voulez, et pas du tout de vaïnée joueuse de ukulélé, mais qui vivait avec son harpon à la proue de son bateau, s'est pris d'amitié pour nous et s'est pris de passion pour ce jeu de la chasse au stack. Et alors on les dénichait avec elle nous emmenait, elle adorait ça, mais pour rien au monde elle n'aurait quitté son bateau, puisque pour le Maori, ce qui flotte sur la vague, c'est la patrie. Et il est hors de question de quitter une vague. Mais on a rencontré des tas d'autochtones, même par exemple à Belle-Île. Il y a des sauvages sur toutes les îles. À Belle-Île, par exemple, nous avons rencontré des indigènes formidables, à la personne du couple Gélinet, alors que beaucoup moins emplumés que des Maoris, je dois vous l'avouer, mais tout aussi sympathiques, beaucoup plus habillés, et qui nous ont dit, enfin c'est complètement aberrant d'aller grimper sur les aiguilles de Port-Coton, puisque rendez-vous compte que Monet les a peints, c'est bien que c'est pas la peine de les grimper. Alors que nous prenions les tableaux de Monet pour un topo d'escalade. On s'était dit, si jamais Monet les a peints, c'est qu'il doit y avoir un passage. Alors nous avons escaladé grâce à eux et accompagné par leurs bons soins les aiguilles. Mais vous avez raison, à chaque stack, il y avait le souvenir soit d'un pêcheur, soit d'un amoureux de cette forme de relief. Car il faut quand même préciser que esthétiquement, le stack, le pilier, ne laisse pas indifférent les populations qui vivent sur la côte. D'abord, les artistes les ont toujours trouvées suffisamment impressionnantes pour constituer des objets de peinture. Je parlais tout à l'heure des impressionnistes. Horace Vernet a dessiné des stacks écossais absolument incroyables. Les Anglais les appellent des old man. Il y a une tradition d'attachement des peuples littoraux avec leurs piliers. Alors on les rencontrait et ils aimaient qu'on parte les grimper, parfois. Il y a les rencontres et il y a l'équipe, les stackistes qui ont mené cette épopée. Il y a Dulac, dont vous parlez souvent, qui est en fait un personnage de vos livres, que l'on retrouve d'un livre à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, parce que vous en parlez comme si nous le connaissions, mais il n'est pas connu du grand public, et qu'est-ce qu'il fait avec vous? Pourquoi il vous accompagne dans vos projets les plus fous et les plus ambitieux? Alors peut-être finit-il par ressembler, à cause de son apparition dans mes livres, à une sorte de personnage fictif, mais il est bien de chair et d'os, et de muscles surtout. C'est le Chang de Hergé, en fait. C'est ça, il revient. Et alors, Dulac, il a été le vainqueur de la Coupe du Monde dans les années 2004-2005, de la Coupe du Monde d'escalade, d'escalade de difficulté, d'escalade de bloc, le champion du monde de cascade de glace. Enfin, c'était tout de même un super grimpeur, si je puis dire, qui me permet, moi, et c'est pour ça qu'il a été tellement important dans ma vie, d'aller dans des endroits que je ne pouvais même pas rêver d'approcher. Et puis, il a été pour beaucoup dans la conjuration des petits malheurs qui me sont arrivés quand je suis tombé d'un toit il y a une dizaine d'années et qu'on ne donnait pas très cher de ma capacité de pouvoir remarcher. Et voilà que soudain, il m'a emmené pendant les 10 années, entre ma chute et aujourd'hui, faire des faces nord qui, sur les listes de courses des guides, sont considérées comme des escalades très difficiles dans les Alpes. Je pense à la face nord des Grandes Jorasses ou à l'intégrale de Peutret ou au pilier du Fresnay.
célèbre dans l'histoire pour les malheurs qui étaient arrivés à Pierre Mazot en 1966. On a escaladé ce genre de choses-là, alors que, très franchement, mon niveau d'escalade ne me permettrait pas d'y aller. Donc du lac, en plus d'un ami, est pour moi une clé, des champs, qui me permet d'atteindre des endroits que je vénère et dont je considère l'abord et l'approche comme des parvis qui me permettent de rentrer dans les cathédrales que je n'osais même pas, dont je n'osais même pas rêver. Voilà pourquoi il est si important. Et alors en plus de ça, et ça c'est la raison de notre amitié, il a chez lui une fantaisie, un goût absolu de ce qui est aberrant, interdit, absurde, inutile, stérile, vaniteux et adolescent. C'est-à-dire, je crois qu'on a l'un sur l'autre l'effet de l'engrenage sur l'autre engrenage, quoi, ou de la boule de pétanque sur le cochonnet. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un mouvement qui n'a pas beaucoup besoin de l'oscillation de l'autre. Eugénie ? Oui, votre livre débute finalement par une angoisse, celle d'un monde entièrement cartographié, où il n'y a plus d'espace vierge à conquérir. Et on sent dans votre livre cette espèce de topo, c'est même dans votre œuvre, de la conquête, c'est-à-dire l'idée d'aller dans l'inexploré, d'aller défricher un peu ces territoires où personne n'est allé, rechercher un peu la solitude. Et j'ai pensé en vous lisant à Elon Musk et son projet d'aller sur Mars. Et je me suis dit, est-ce que Sylvain Tesson irait sur Mars si on lui proposait parce qu'après tout, là aussi, c'est peut-être un stack ultime que d'aller conquérir comme ça. Est-ce que ça vous plairait d'aller dans les confins de l'espace, puisque vous qui cherchez toujours cet inexploré, ce non cartographié. Sachant qu'il y a sûrement des montagnes à escalader sur Mars. Et peut-être des stacks même. Et pas de pesanteur. Donc pas de chute. Mais je ne crois pas qu'on puisse comparer le mouvement à celui de Musk. Parce que chez moi, la volonté de trouver l'indéchiffré physique est un antidote contre la mélancolie historique. La nostalgie étant immense et la tristesse devant l'effondrement du temps étant confinant à l'angoisse, j'y vois une réponse par l'impraticabilité géographique, c'est-à-dire que je console l'histoire par la géographie. Je mets l'antidote des espaces intouchés. Je vois l'espace intouché comme l'antidote de ce qui n'est plus dans l'ordre temporel. C'est quand même pour moi la grande valeur de la géographie comme remède à l'histoire. Et je crois que chez Musk, figurez-vous, c'est le contraire. C'est-à-dire que la géographie a touché l'espace sidéral et non seulement la page sur laquelle il va écrire sa volonté de puissance et d'affirmation de lui-même, enfin, c'est-à-dire, ça sera l'ostentation finale, ça sera le feu d'artifice sur Mars, avec sa fusée. Et deuxièmement, il y a quelque chose de très vulgaire, mais qui correspond bien, finalement, je ne suis pas en train de dire que la vulgarité, la cartographie de la vulgarité appartient à ce côté-là de l'Atlantique, enfin, quoique, mais il y a quelque chose de très vulgaire dans l'idée que les choses étant devenues ce qu'elles sont sur la Terre, elles-mêmes devenues une décharge, mon appareil de conception et de captation de la beauté du monde étant trop faible pour continuer à m'émerveiller de ses beautés et de son effusion de splendeur, eh bien, allons transporter la décharge ailleurs et servons-nous des espaces sidéraux comme de la vidange de notre trop-plein. Je vois plutôt chez lui une sorte d'hydraulique du prurite narcissique dans son expansion vers les espaces sidéraux, mais pas du tout comme une consolation de sa mélancolie temporelle par l'accès à l'impraticabilité géographique. Alors, on va passer de Musk à Proust, comme ça vous allez vous sentir un peu mieux. Dans votre livre, vous expliquez que Proust n'aurait pas eu besoin de grimper des stacks, je ne sais pas s'il aurait pu physiquement, parce qu'il lui suffisait de regarder une aubépine, une trempée de madeleine pour faire jaillir un monde. Et à un moment, vous avez une phrase qui m'a frappé. Vous dites, après 35 ans à avoir fait le tour de la Terre, j'ai des envies de chaise longue. Oui. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre sur une chaise longue et d'admirer la beauté du monde sans rien grimper, sans prendre de risques, sans passer de l'eau à la mer, du vent au sable ? Mais il m'arrive d'avoir des envies de chaise longue, mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Quelques secondes, mais je ne les avais pas avant. Alors peut-être que vieillir, c'est augmenter l'intervalle de temps qu'on peut espérer s'allonger dans une chaise longue. Mais parfois ça m'arrive, oui, d'avoir envie, quelques minutes, quand vraiment le fond de l'air est agréable. Mais sur
sur Proust, j'y pense sans cesse quand je grimpe, parce que les visions que nous avons, imaginez-vous en plein Pacifique en train de pousser un papou à moitié à poil dans une fissure d'un stack gluant de guano de fou de bassan, tout ça dans une mer qui bouge au milieu de l'océan, avec cette colonne de rochers qui est fixée depuis des milliers d'années et qui servait de support à la mythologie. Il faut vraiment avoir une sensibilité primitive comme la mienne pour ne pas défaillir, car toutes ces visions que j'ai vécues pendant ces années passées sur les piliers de la mer étaient tellement romanesques, tellement baroques, tellement incroyables, que si mon ampérage de sensibilité avait été un tout petit peu plus raffiné, j'aurais explosé. C'est vrai que c'est incroyable, défaillir devant une asperge, très franchement, ça ne vous permet pas de supporter l'aube dans une face nord. Les Anglais appellent les stacks des old men. Et vous-même, vous avez cédé à cette tentation de baptiser les 106 stacks que vous avez grimpés en leur donnant des noms correspondant soit des personnages, soit des personnes réelles. Donc il y a 106 noms de stacks. Alors certains existaient déjà, puis d'autres, vous les avez baptisés. On va en passer en revue quelques-uns. Eugénie, dites-moi un chiffre un nombre entre 1 et 106. 33. Alors 33, et vous allez nous dire pourquoi vous l'avez baptisé la Tonkinoise, c'est dans la baie de Lanha. Mais parce que on avait le mal jaune, et puis parce qu'on était dans ces baies que vous connaissez. On connaît mieux la baie d'Along parce qu'elle est un tout petit peu plus cartographiée, photographiée, mais la baie de Lanha qui est légèrement au nord de c'est d'ailleurs il y a un écoulement d'une baie à l'autre. La baie de Lanha possède ces formes de relief karstique, ce sont donc des flèches, des piliers de calcaire extrêmement chantournés, très travaillés par l'érosion. Et alors, à chaque fois, le principe de baptiser, le principe d'onomastique des stacks, pour parler simplement. Vous l'avez répété, celle-là. C'est un principe de convocation de l'atmosphère du pays, de ses propres souvenirs, de son propre archivage, de ses dilections, et aussi de l'humeur du moment. Celui-là nous paraissait gracieux. Il y avait peut-être un petit oiseau qui chante, comme dans la chanson. Et donc, on s'est dit, appelons-le la Tonkinoise. On aurait pu être plus sérieux et l'appeler le Lao Tse, par exemple, chose que nous avons fait d'ailleurs un peu plus tard. Il y en a un qu'on a appelé le crabe-tambour, parce qu'on avait l'impression que son sommet ressemblait à un panache de fumée comme celui d'une frégate, alors que ça nous faisait penser au crabe-tambour de Schoendorfer. Vous voyez, parfois c'était aussi le nom venait de l'aspect visuel du stack. Un jour dans Brigitte Bardot, par exemple, c'est non, le Brigitte Bardot, c'est parce que ça me permettait de faire le calembour, de dire que je plantais la nouvelle vague dans les vagues et que parfois je suis capable de risquer ma vie pour un bon mot très mauvais. Mais c'était aussi parce que le fond de l'air ce jour-là pétillait, il y avait un charme, il y avait une grâce, la mer était belle, on était en Italie, à côté de la maison de Malaparte, donc c'était pas complètement idiot parce que le mépris avait été tourné là-bas. Il y avait quand même parfois des raisons logiques qui amenaient le nom sur le plateau du stack. Son voisin, on l'a appelé le Claudia Cardinal et l'Ornella Muti pour le troisième, parce qu'on trouvait qu'il fallait convoquer la beauté, la grâce, la joie de ces nouvelles vagues des années 60 une Sophia Loren dans la mer d'Italie. Non, il n'y a pas une Sophia Loren. C'est vrai on va y retourner. Oui, on sent dans votre livre, je parlais de l'angoisse de la cartographie, tout est cartographie, il y a une autre angoisse, c'est l'angoisse du nombre. Vous dites, finalement, même les confins aujourd'hui se surpeuplent. Il y a presque des accents malthusiens sur le fait que tout le monde va partout. Vous dites, le « je suis partout » est un slogan terrifiant. Et en même temps, on vous sent traverser de paradoxe, parce que vous dites, nous-mêmes, nous participons à l'arraisonnement du monde en allant dans ces stacks vierges. Comment vous conciliez ce besoin d'aventure avec fatalement la pente de la démocratisation de l'aventure qui fait que par exemple quelqu'un qui va lire votre livre, un jeune homme, va dire tiens moi aussi je vais aller escalader un stack et peut-être que demain il y aura, on verra une start-up qui s'appellera Stack. Voilà, les stackers vont se multiplier et peut-être vous allez lancer une mode. Est-ce que, comment vous conciliez cette angoisse du peuplement généralisé de la Terre et en même temps votre propre goût de l'aventure? Mais c'est l'immense paradoxe et c'est la cuisante contradiction, c'est que le territoire de l'impraticabilité et donc de la liberté, si on considère que l'une est le garant de l'autre, se rétrécit et chanter, cartographier les derniers espaces où on peut la trouver, c'est comme
les éditeurs qui publiaient autrefois les adresses secrètes du Paris insolite, et puis c'était vendu à 500 millions d'exemplaires. Et alors, bien entendu que c'est une folie de dire regardez, nous avons trouvé l'endroit où quelque chose est encore possible, car à ce moment-là, démographiquement, la pression vient annuler l'intention. C'est Paul Morand qui, dans Le Bouddha vivant, un livre de 1929, écrit que les îles, les petites îles, deviendront les refuges, en vertu de cette espèce d'énorme massification et industrialisation et urbanisation du monde. Mais en réalité, les îles sont investies. Maintenant, il reste les stacks, mais les stacks seront un jour investis parce que dans l'ordre humain et moderne, ce qui arrive quand tout à coup la masse démographique investit un endroit, c'est que la bureaucratie se mêle d'essayer de réguler cette masse. Et à ce moment-là, l'administration s'occupe de régenter l'espace. Alors il y aura bientôt des caméras de vidéosurveillance pour votre sécurité et votre confort sur le haut des stacks avec des parapets et des caméras de vidéosurveillance. On peut imaginer ça. Alors, le stack ayant été l'impraticabilité de l'île qui était le recours du continent, il faudra trouver un troisième émiettement et ce sera l'écueil, peut-être un jour le rocher et puis ensuite la mouette. Mais étant donné que l'homme connaît ce succès dans l'ordre biologique tellement extraordinaire, nous acheminons vers un monde de 10 milliards d'êtres humains. Moi je crois que celui qui a eu le meilleur éclair, la fulgurance, c'est Lévi-Strauss en 1980, quand il disait « Je me refuse absolument à toute prédiction et à toute compréhension anthropologique du devenir de la condition humaine, parce que rien n'est plus concevable dans une planète peuplée de 10 milliards d'êtres humains, anthropologiquement et même philosophiquement. Tout change, rien ne répond plus aux invariants que nous pouvons connaître dans notre esprit. » Je crois beaucoup à ça. Mais pour l'instant, voilà, j'essaye tout de même de trouver l'aiguille, en sachant que ma révérence à elle contient en fait un paradoxe idiot et même une insulte, c'est que peut-être suis-je en train d'ouvrir la porte à sa visite globale. Bon, pour l'instant, avant que tout le monde la conquiert, elle reste quand même difficile d'accès, cette aiguille, et ce qui vous permet de faire du stackisme, si on peut ainsi le baptiser, une sorte de philosophie de vie. Vous vous dites, si on l'applique à la vie quotidienne, le stackisme consiste à repérer préalablement dans l'existence toute personne, lieu, activité ou état offrant de se désarimer de la marche commune, des injonctions ordinaires, de la force des masses. Ça, c'est quand même une ligne de vie de choisir de se sortir de la masse, du lot. Oui, c'est d'ailleurs une proposition assez banale en fait, parce que nombreux ont été les penseurs, les écrivains, les artistes à tresser, enfin à dessiner plus exactement une cartographie de la rétractation, de la survie par la protection. Sauf que moi je trouve un lieu, une forme de relief tout à fait précise. Je la nomme, je l'identifie et je vais la relever. Mais elle peut être tout à fait autre. Le stack peut être pour les uns un cabinet d'artistes, une bibliothèque, une voûte, une cellule de prière, une clairière, un refuge de montagne, une alcôve où attend une personne aimée. Enfin, c'est toute patrie qui permet la réunion des ingrédients de la récollection intérieure, c'est-à-dire le silence, le temps long, le danger qui écarte les fâcheux. Ça peut être un fumoir de cigares, parce que immédiatement vous écartez beaucoup de monde. Vous écartez les fâcheux, quoi. Dans votre espèce, vous faites une espèce de nuage atomique. C'est ça, en fait, le stackisme. C'est de se créer son nuage atomique qui va écarter les fâcheux. C'est aussi un snobisme. Vous dites que les stacks sont des dandys. Que Baudelaire est un stack, que Barbé d'Aurevilliers est un stack. Les prophètes aussi, vous diriez ? Moins. Parce que je crois que dans le stack, il n'y a pas de volonté de changer le monde, tandis que le prophète espère quand même avoir un peu de succès. Même Jésus, l'anarchiste qui a réussi. Il y a quand même une volonté non pas de conquête peut-être, mais de renversement de sauver au moins la falaise. De l'ordre existant. Tandis que le stack n'est pas non plus un résistant, car il ne veut absolument pas revenir sur le plateau continental. Oui, vous dites que De Gaulle n'est pas un stack, même s'il a le physique. Pas vraiment, il ressemble. Il ressemble, on l'aurait bien grimpé par
la face nord, par le nez, un grand surplomb. Mais il n'était pas un stack parce que quand il s'écarte, là on peut penser qu'il use du mouvement du stack, il s'écarte vers l'Angleterre, mais pour revenir une fois l'ordre rétabli. Le résistant a une intention, le stack n'en a pas, il se retire pour mourir. Le stack est parfaitement, sa volonté, son principe, son motif est circonscrit dans la formule de Walt Whitman dans Les Feuilles d'herbe, le poète américain de 1900. Je n'ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m'y opposer. C'est une phrase superbe, et c'est une phrase de dandy, puisque je ne nuis pas, je ne subis pas, mais foutez-moi la paix, je ne reviendrai pas, le stack veut mourir tout seul dans une grande explosion de plumes. En cela aussi, il est dandy, c'est-à-dire qu'il est ridiculement chantourné, on dirait. Certains étaient spiralés sur eux-mêmes, on aurait cru des danseurs de tango argentins avec des mouettes au-dessus de la tête et des hibiscus sous les aisselles. Enfin, vous voyez, il y a un côté complètement baroque dans le stack, mais sûrement pas de conquérant. Donc, ça l'identifie moins aux résistants qu'aux dandys. Votre livre, comme toute votre œuvre, est aussi une réflexion profonde sur la liberté. Qu'est-ce que la liberté dans un monde où, en fait, à la fois, on prône la liberté, les libertés en permanence, mais où les libertés se rétrécissent. Et il y a une page que j'ai trouvée vraiment brillante sur, je vais en lire quelques extraits, parler des libertés de détail. Vous dites, les libertés de détail, selon la formule de Tocqueville, ont rétréci. Ces petites souplesses constituaient le charme de la vie. Les libertés de détail, cela n'a l'air de rien, c'est le sel de l'existence. Et paradoxalement, dans le même temps, les puissances publiques des pays développés offrent des droits métaphysiques inédits dans l'histoire humaine. Droit de choisir son propre sexe, de mourir avec l'aide de l'État, de trafiquer le gène, booster l'hormone, fissionner l'atome, greffer l'organe, congeler l'ovocyte. Nous sommes devenus des demi-dieux, mais sous vidéosurveillance. Ce paradoxe décrit absolument la situation contemporaine, à la fois des libertés abstraites et la fin des libertés concrètes. Ah oui, c'est-à-dire qu'on nous a permis d'être les dieux de l'Olympe, mais on n'a pas le droit de grimper l'aiguille d'Étretat. C'est tout de même incroyable. Alors ça semble... Enfin, je sais pas, elle est là. Vous aviez rempli une attestation? Oui, c'est ça. Il fallait remplir une attestation pour sortir. C'est le rester chez vous est aberrant. Restez chez vous, mais vous pouvez devenir un autre. Alors, non, mais voilà, mais c'est le paradoxe que vous-même, sur lequel vous-même travaillez beaucoup, et vous avez produit beaucoup de choses sur cette aberration, en fait, qui conduit à devoir utiliser des faces nord ou des faces clandestines. On y pensait souvent parce que beaucoup de ces stacks-là l'accès à ces stacks était jugulé par les administrations centrales et il fallait rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir les escalader sans se faire attraper par la maréchaussée et la puissance locale. Et ça nous paraissait aberrant de pouvoir décider de choses quasiment démiurgiques ou métaphysiques, ou abstraites en tout cas, tout en n'ayant pas le droit de grimper sur une colonne. Parce que la raison officielle de leur interdiction, c'était pas pour protéger le stack, mais c'était pour protéger ceux qui allaient le grimper, c'est-à-dire se protéger eux-mêmes si vous aviez un accident. Oui, ça dépend. Il y a des pays dans lesquels c'est rigoureusement interdit, d'autres où il faut demander des autorisations. Oui, mais la raison qui est invoquée à chaque fois. C'est en général la raison qui permet tout, qui permet la coercition absolue et qui permet la grande régulation matricielle. C'est pour votre sécurité, votre confort, bien sûr, c'est pour votre bien entendu. Alors parfois, il pourrait arriver que ce soit pour des raisons de fragilité de la colonne, mais c'est quand même assez rare. Et puis de toute façon, très franchement, l'effet du ressac, qui est quand même terrifiant sur ces colonnes, et avec l'effet de bras de levier, est infiniment plus important que le pauvre poids d'un grimpeur famélique comme Dulac, fut-il chargé de ses mousquetons et de ses pitons. Non, les Anglais ont un rapport au stack beaucoup plus baroque, comme les Anglais ont cette extravagance que nous aimons chez eux, ils n'interdisent pas l'escalade des stacks. En général, la plupart des stacks anglais sont grimpés, parfois répertoriés. Et un jour, on a croisé des Anglais à qui il pleuvait, enfin c'était l'Angleterre quoi. Ils grimpaient comme ça en pull de laine dans ces espèces de rochers qui étaient aberrants, gluants, pleins d'algues. Et on les voit redescendre, on leur dit alors comment c'était? Et ils nous répondent. Mais ils nous répondent avec une grande joie, une jouissance, comme le type qui revient d'un week-end merveilleux à l'île de Ré. Et ils nous répondent « Pretty horrible ». Ils avaient l'air très contents. C'était des Anglais. Pour en finir, est-ce qu'il existe une confrérie des stackistes par le monde? Est-ce que vous avez des confrères qui sont fascinés comme vous et qui grimpent des stacks?
Il y a une association de stackistes? Non, il y a Arsène Lupin, qui est le premier d'entre eux dans le monde littéraire, et de gloire à Maurice Leblanc d'avoir un jour, de s'être servi d'un lieu pour fixer un personnage de l'imagination, et en plus rendre creux le stack, rendre creuse l'aiguille. Il n'y a pas véritablement une confrérie des stackistes, dans la mesure où les alpinistes baroques qui aiment grimper sur ce genre de structure, enfin de relief, sont un peu comme les anarchistes. Ils n'aiment pas trop se fédérer. La fédération anarchiste, franchement, il faut leur dire, c'est un oxymore, c'est une oxymore, totalement. Le stackiste est plutôt une espèce de bête amphibie et très légèrement, non pas misanthrope, mais solitaire, qui aime errer de stack en stack, faire le tour du monde comme on passe le gué d'une rivière sur les pierres, de pointe en pointe, mais sans trop se frotter à ses semblables. Eugénie ? Et justement, que vous inspire le fait que l'alpinisme soit devenu une discipline autant à la mode, l'escalade aussi d'ailleurs, mais aujourd'hui, vous avez un youtubeur très connu par exemple qui a fait une vidéo pour montrer qu'il avait grimpé l'Everest, qui a fait des millions de vues. On a de plus en plus de gens qui s'adonnent à l'alpinisme. Est-ce que ça vous effraie ou ça vous réjouit? Mais je ne sais pas, je m'interroge. Peut-être que algébriquement, étant donné l'accroissement immense en valeur absolue, tout phénomène finit par devenir lui-même hypertrophié. Mais ça, c'est une question de mathématiques. C'est-à-dire quand le vivier mesure 8 milliards d'êtres, il y a tout phénomène, tout sport, toute activité, elle-même se voit relativement gonflée en termes d'effectifs. L'autre raison, c'est comme le vivre ensemble. C'est-à-dire, moins il y en a, plus on en parle. Eh bien, l'alpinisme offre tout ce qui disparaît. C'est-à-dire, au fur et à mesure que la société et nos vies, le sentiment que nous avons dans nos vies d'une coercition, d'un encerclement technique, d'une soumission à la machine, des objurgations de l'administration, enfin tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait, tout ce qui nous donne l'impression de vivre dans la pièce enfumée, il est vrai quand même que l'alpinisme offre, avec une grande, en termes de spatio-temporel, avec une grande rapidité, parce que vous grimpez 2 ou 3 000 mètres, et c'est quand même pas très long, 3 ou 4 jours, et ça vous plonge dans un sentiment de sauvagerie, de liberté, de difficulté, de danger, qui probablement est une réponse à tout ce sentiment d'étouffement. Et qui pour vous est supérieur au plaisir que vous avez beaucoup pratiqué, que celui de la marche. C'est-à-dire que vous avez une vie horizontale et vous avez une vie verticale. Oui, entre les deux... Oui, c'est vrai, jusqu'où. Mais la marche est l'approche. La marche, c'est l'approche. La marche, c'est le parvis. Et le narthex, c'est les premiers mètres. Et ensuite, la nef, c'est quand vous êtes dans la paroi. Puis le sommet, je ne sais pas ce que c'est. Mais l'alpinisme, c'est la marche pour les gens pressés. Parce que la paroi fait 300 mètres et vous allez aller et très vite, dans l'intervalle de temps entre le moment où vous allez commencer votre escalade et le moment où vous arriverez au sommet, vous aurez par effet de compression, vous passerez par tout le spectre des sentiments humains. L'angoisse, le désespoir, la joie, l'amitié, l'espoir, le désespoir parfois aussi, la peur souvent, l'effondrement, la galvanisation. C'est incroyable, c'est très narratif. C'est très romanesque ce qui se passe dans l'intervalle d'une escalade, alors que la marche, évidemment, on dilue la tisane quand on traverse la Sologne à pied. Alors moi, peut-être que le temps passant, je me bitnikise et j'ai besoin de la décharge électrique et la paroi me la donne. Mais on peut espérer vous revoir marcher un jour quand même. Sur les traces ou sur les traces plutôt que dans le sillage de Peut-être, oui. Non, mais évidemment, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et puis, c'est peut-être aussi que, comme je sens que je ne vais pas toute ma vie sautiller dans les parois. Alors peut-être qu'il faut que j'use à dessein dans l'intervalle qui m'est encore imparti de mes possibilités de grimper. Et puis ensuite, je recommencerai à reprendre mon bâton de pèlerin pour m'extasier de l'Indre-et-Loire.
Merci Sylvain Tesson. Les Piliers de la mer aux éditions Albin Michel. Il nous reste une dizaine de minutes pour faire un petit tour de table des coups de cœur culturels des uns et des autres. On commence avec vous, Vincent. Alors moi je vais rester un peu dans le thème du livre Les Piliers de la mer, puisque mon coup de cœur qui est aussi mon coup de gueule, je peux mêler les deux, c'est autorisé. Vous avez tous les droits, Vincent. Voilà. C'est donc cette belle île de Belle-Île qui n'usurpe pas son nom, et où je me suis rendu pour la première fois il y a une semaine, et j'ai été rendre hommage aux piliers de Port-Coton que Sylvain a grimpé. Et là, les amis avec lesquels j'étais, les Galènes, m'ont dit que peut-être allait être planté un champ d'éoliennes derrière ce décor extraordinaire que Monet a peint. Et qu'allait aller se dresser des éoliennes de plus de 200 mètres. Donc là, on arrive au coup de gueule, c'est-à-dire qu'on est devant un endroit qui a une beauté matérielle, hein, l'arrangement de la mer, du pilier, et puis l'horizon qui est immatériel. Et puis là, on va boucher l'horizon et mettre un site industriel au nom de la préservation de l'environnement dans l'arrière-plan de ce chef-d'œuvre de la nature qu'un de nos plus grands peintres a su saisir et qu'un de nos grands écrivains a grimpé. Donc je n'avais pas une passion pour les éoliennes en terre, mais j'ai découvert une détestation préalable pour ces éoliennes en mer qui, j'espère, ne verront jamais le jour. Et je crois d'ailleurs que c'est ces tableaux de Monet qui ont transformé l'île en lieu touristique. Beaucoup de gens ont venu. Je crains que l'Aiguille Creuse ce soit aussi la... David Hockney nous donnera sans doute une vue des éoliennes. Oui, un peu différente. Et puis ça nous prouve au moins que le progrès brasse du vent. C'est leur mérite. Eugénie. Alors moi j'avais deux coups de cœur, un coup de cœur théâtral avec les Liaisons dangereuses qui sont jouées, mais je crois que vous l'avez vu aussi Vincent, à la Comédie des Champs-Élysées, c'est une revisitée par Arnaud Denis, qui a réécrit les Liaisons dangereuses de Choldereux de Laclos sous forme théâtrale, et c'est vraiment extrêmement bien réussi, c'est d'une cruauté jouissive on va dire, et vous avez Delphine Depardieu qui joue une Madame de Merteuil absolument fantastique. Et vient d'avoir le Molière de l'interprétation féminine. Je recommande vraiment à 100% ce spectacle qui est, on passe 2 heures absolument génial, et c'est une plongée pour le coup dans les tréfonds de l'âme humaine et de la noirceur de l'âme humaine dont on sort paradoxalement grandi. Et c'est jusqu'à fin juillet, je crois, la Comédie des Champs-Élysées. Voilà, ça a été prolongé jusqu'à fin juillet effectivement à Paris. Et mon deuxième coup de cœur, c'est pour une série qui s'appelle White Lotus et dont la saison 3 vient de sortir. J'allais dire c'est une série anti-tessonienne puisqu'il s'agit en fait, il y a eu 3 saisons, et en fait le pitch, on va dire, de la série, c'est des gens extrêmement riches, les 1% des gens les plus riches qui sont dans des hôtels de luxe, et il y a un drame qui arrive, et en fait, mais c'est... Je commençais par avoir donné mon coup de cœur. Exceptionnellement, mais en fait, je suis moins bien placé que vous, Sylvain, pour en parler. C'est le livre de Catherine von Hoffelen qui vient de sortir aux éditions Gallimard, qui a un titre qui peut aussi paraître être un oxymore, qui s'appelle « Risquer la prudence ». Une grande interview par Alexandre Devecchio, d'ailleurs, dans le Figaro Magazine, qui est paru la semaine dernière. Risquer la prudence, c'est une réflexion sur la notion de phronésis, une notion grecque, qui est la notion de prudence, mais la prudence étant synonyme de l'action. Et je voulais en parler, mais il se trouve que cette personne vous est très chère, que vous la connaissez très bien, et je suis certain que vous allez mieux en parler, parce qu'il pourrait paraître paradoxal que vous viviez avec une personne qui appelle à risquer la prudence, alors que vous passez votre vie à donner l'impression que vous risquez l'imprudence, et pourtant, cette notion de phronésis est un peu celle que vous vivez, que vous tentez de nous faire partager par vos livres. Mais on peut beaucoup remercier Catherine von Hoffelen parce qu'elle a exhumé ce concept grec, antique, de la philosophie d'Aristote, de l'éthique à Nicomaque, le concept de phronésis. La prudence antique, la prudence pratique, la sagesse prudente. Sauf que les traductions en ont fait ce que nous connaissons, c'est-à-dire cette impression qu'il faut absolument ne prendre aucun risque, enfin de la pusillanimité de l'être qui est devenue la prudence actuelle. La timidité devant les coups du sort. Alors que Aristote et les Grecs entendaient la prudence comme l'exact contraire, c'est-à-dire ose oser, c'est-à-dire devant l'adversité, examine, puis agit, même s'il y a un danger,
comme dit Adrien à la fin l'empereur Adrien à la fin des Mémoires d'Adrien, je veux entrer dans la mort les yeux grands ouverts. Ça, c'est de la phronésis. Le danger est là, je sais qu'il est là, je ne le dénie pas, mais je vais tout cotiser, tout mettre en œuvre pour l'affronter. Ça n'est pas non plus la témérité, parce que la témérité est dangereuse si elle n'est pas intelligente, mais ça n'est pas non plus uniquement la raison calculante, parce que dans ce cas-là, on est un énarque impuissant. Suivez mon regard. Alors, si vous voulez être ni Alain Minc, ni Prigogine, c'est-à-dire ni un analyste uniquement concerné par des abstractions intellectuelles, ni une brute épaisse uniquement conduite par son instinct, eh bien vous êtes dans la phronésis, c'est-à-dire la prudence du milieu qui emprunte à la fois au cortex et à la sensibilité. C'est ça qu'elle exhume. Elle montre que cette vertu a guidé les stratèges, les navigateurs. Ulysse, ça a commencé par Ulysse. Ulysse, Périclès, les aventuriers, les grands stratèges, les grands chefs de guerre, et puis les grands chefs tout court, politiques. Mais elle montre aussi qu'on peut en faire le gouvernail de sa propre vie. Comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, il y a des êtres humains qui font de la phronésis sans le savoir et qui sont prudents, c'est-à-dire à la fois téméraire et réfléchi, à la fois analytique et sensible, le cœur et la raison, quoi, en gros, pour aller vite. Et il y a des phronésiques de la vie quotidienne. Et dans la politique, ça vous intéressera, Vincent Trémollet, parce qu'elle mentionne évidemment De Gaulle et Churchill, et plus près de nous, Margaret Thatcher, en disant elle n'hésite pas à laisser mourir de faim les grévistes irlandais, Bobby Sands et les autres, mais considérant, mesurant tous les risques qu'elle court à laisser ces gens-là devenir des martyrs, mais pour une cause qu'elle estime plus juste, plus importante. Alors après, on peut discuter de cela, mais ça n'est pas un acte inconsidéré de voilà, c'est-à-dire que alors, elle ne donne pas les bons points de morale aux uns et aux autres. Évidemment, la réelle politique n'excuse pas tout, mais elle montre que le phronimos, c'est-à-dire le stratège empreint de phronésis, veut atteindre un but, enfin, il a une obligation de résultat. Voilà, et il veut le bien commun. Il y a une notion vertueuse. En cela, la phronésis est peut-être aristotélicienne, mais il y a quelque chose peut-être de pré-chrétien, dans la mesure où elle veut le bien. Elle est vertueuse. Très intéressant, il faudra la mettre en regard avec le livre de Giuliano d'Ampoli. Je ne sais pas si vous l'avez lu, L'Ordre des Prédateurs, parce que ça commence par Moctezuma, qui voit les conquistadors arriver, qui réunit tous ces technocrates et qui dit qu'est-ce qu'on fait. Et ils décident de ne rien faire et à la fin ils disparaissent, donc il manque de cette vertu que vous venez de décrire, qui est une prudence active au fait et déterminée. Risquer la prudence, une pratique de la sagesse antique aux éditions Gallimard, collection Connaissance, Catherine Van Hoffelen. Et un deuxième coup de cœur, rapidement. Ah oui, j'ai lu le livre de Maya Ruska aux éditions Grasset, paru il y a quelques mois, qui s'appelle Diversion de Kafka, et c'est un livre qui m'a ébloui. C'est à la fois un livre mélancolique sur l'idée que rien n'est traduisible et que les grands traducteurs qui ont tenté de décrire Kafka, Italo Calvino, dont elle trace l'histoire, si vous voulez, l'histoire des manuscrits, l'histoire des tentatives de traduction, d'Alexandre Vialat, de Primo Levi, qui ont tous traduit Le Château et le Procès, se livraient en réalité à une opération absolument impossible. Mais le livre contient un autre livre dans le livre, puisqu'elle trace le portrait, c'est un sujet que vous aimez et que vous connaissez bien, de l'impossibilité de cartographier la Mitteleuropa, cette espèce de pays qui existe à l'intérieur du cœur des êtres, mais qui n'existe pas vraiment sur le territoire. Trop d'histoire, pas assez de géographie, comme elle le dit. Où est la Mitteleuropa? Chacun le sait, mais personne n'est capable de la tracer. Et puis, elle donne vie, elle exhume, un peu comme ce que fait Catherine Van Hoffelen avec la phronésis, elle exhume un concept génial qui vient du tchèque, qui s'appelle le pokoj. Vous savez ce que c'est que le pokoj? Le pokoj, c'est ce que vous emportez dans votre exil et qui appartient au pays que vous avez quitté, et qui peut s'exprimer par, ça peut être un bocal de cornichons que vous mettez dans votre bibliothèque, des petites icônes de la Vierge de la Madone orthodoxe, ça peut être une mèche une mèche de cheveux de votre mère, votre bibliothèque, c'est la valise en carton, et c'est là où on va vivre quand on ne vit plus nulle part, c'est le chez-soi quand on n'a plus de chez-soi, c'est ça le pokoj. Voilà, c'est un livre superbe qui nous
qui nous fait passer à l'Est. Vous êtes passé du Zapoy au Pocoy. Merci beaucoup Sylvain Tesson, merci Vincent Trémollet, merci Eugénie Bastier. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau Club Le Figaro Culture. On parlera des expositions, notamment de Boudin et de Hockney, dont vous avez parlé tout à l'heure, Sylvain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.